Le questionnement sur le fonctionnement cognitif de l'interprète, et plus particulièrement de la représentation mentale de la musique, a motivé l'interprète et l'enseignante que je suis à faire une thèse doctorale sur l'écoute intérieure et l'interprétation pianistique. Ce thème de recherche a été relativement peu abordé, aussi bien en neuropsychologie de la musique qu'en musicologie systématique. En effet, la neuropsychologie cognitive s'est surtout intéressée à la perception de la musique, que ce soit sur des éléments comme la hauteur, le timbre, le tempo, au niveau des émotions ou au niveau des aspects audiomoteurs. Pour sa part, la musicologie s'est peu penchée sur la perspective de la production du son, et tout comme la neuropsychologie, s'est surtout intéressée à la réception. Mon travail de recherche est à la croisée de la psychologie cognitive de la musique et de la musicologie. Mais en tant que pédagogue, le domaine de la didactique du piano est de manière sous-jacente en interaction avec les autres, aussi bien dans mon positionnement que par les perspectives que ce travail peut ouvrir. Concrètement, je m'intéresse aux processus impliqués dans l'écoute intérieure et l'appropriation artistique dans l'interprétation. L'expression écoute intérieure est en général utilisée pour décrire la capacité d'écouter le son dans notre tête sans qu'il y ait une source physique de son. L'écoute intérieure, telle que je la propose, correspond à la représentation interne que le musicien a élaborée dans la musique au fil du temps. La représentation mentale de la musique est faite d'informations de nature différente qui se superposent et s'associent dans un processus d'intégration au fil du temps. Cette représentation est de nature multimodale avec des différentes informations qui vont s'associer au niveau du toucher, au niveau de l'information visuelle de la partition et aussi au niveau de toute l'activité imaginaire et de la créativité. Par exemple, les travaux de Mann et collaborateurs ont montré qu'il y a une convergence des différentes modalités perceptives qu'on peut voir ici. Le toucher, d'un côté, les aires du cerveau qui vont s'activer par rapport au cortex visuel et aussi au niveau du cortex auditif. Ils vont toutes converger au niveau de la perception. De même qu'il faut faire silence dans le monde physique si l'on veut écouter clairement les bruits environnants, il faut faire le silence dans sa pensée pour pouvoir écouter intérieurement la représentation mentale du son qui a été stocké par la mémoire. Afin de mettre en lumière le caractère associatif des représentations mentales de la musique, une première étude a été conduite avec des pianistes professionnels comme Etsuko Hirose. L'être humain peut focaliser son attention, se concentrer, ou la laisser flotter
dans un état s'apparentant à une sorte de déambulation ou flânerie mentale. D'un point de vue cognitif, lorsqu'on parle d'attention, on parle de l'ensemble des mécanismes qui nous permettent de sélectionner une information et ses étapes de traitement. D'une manière très basique, pour l'illustrer avec une image, le mode d'attention focalisé ou pensée convergente pourrait s'apparenter à un faisceau de lumière éclairant une surface très restreinte. Le mode d'attention diffus ou pensée divergente prendrait la forme d'un faisceau plus ouvert éclairant une surface plus large. Le premier mode d'attention se met en fonctionnement lorsqu'on essaye par exemple de résoudre un problème, d'exécuter un mouvement particulièrement complexe, tandis que le mode de pensée divergente se met en place lorsqu'on cesse de réfléchir et qu'on laisse son esprit vagabonder sans qu'on ait à faire un effort particulier. Il se met également en place lorsqu'on exécute une tâche qui est facile, qui ne demande pas un gros effort de notre part. Ce mode de pensée ouvre à une vision plus générale avec de libres associations et plusieurs chercheurs ont déjà démontré que c'est le type de pensée qui peut favoriser la créativité. Depuis une dizaine d'années, on sait que les états d'errance mentale peuvent vraiment faciliter les processus créatifs, notamment dans le répertoire que tu viens de jouer. Comment tu vis ça? Justement, je suis quelqu'un qui rêvasse énormément, donc ça me rassure d'entendre que ça permet d'avoir plus de créativité. Et surtout, ces compositeurs des romantiques, Liszt, Chopin, même Massenet, c'était des compositeurs qui ont vraiment exprimé leurs sentiments, leurs émotions. Donc c'est très important d'avoir beaucoup d'imaginaire, beaucoup d'émotions. Certains auteurs comme Héroux, Staho, ils ont exploré déjà les processus créatifs dans le contexte de l'interprétation musicale et ils associaient déjà ces états d'évasion, si tu veux, ou d'errance mentale au fait qu'il y a une totale immersion de l'interprète, notamment quand il joue par cœur. C'est-à-dire que quelque part, le musicien se retrouve dans un état qui navigue entre un contrôle de ce qu'il est en train de faire, parce qu'il faut qu'il soit attentif à des tas de choses, et en même temps, cette capacité de pouvoir s'évader. Est-ce que cela, tu le ressens d'une manière plus importante avec un répertoire concret? Justement, l'idéal d'interprétation, c'est d'avoir un esprit vide pour permettre d'être complètement dans la musique, d'être en communion avec la musique, même avec le public. Et pour ça, il faut vraiment avoir dans la tête, il faut vraiment jouer par cœur pour avoir la liberté, pour naviguer dans l'inspiration. Mon travail aussi bien auprès des pianistes professionnels, comme c'est ton cas, qu'avec des jeunes apprenants, ont mis en valeur l'importance d'associer des mots, des images ou des contenus, en fait, des références extra-musicales aux pièces, notamment pour les mémoriser.
il y a quelque chose qui est assez curieux, c'est qu'on retrouve à partir des années 1900, hein, notamment beaucoup plus vers la moitié du XXe siècle, des auteurs qui sont très explicites au moment de noter certaines phrases, certains mots qui sont particulièrement suggestifs. Du point de vue de l'interprète que tu es, comment tu vis ces indications du compositeur qui, en quelque sorte, guident déjà une manière de sentir ou de percevoir le texte musical? Ça aide toujours pour avoir une imagination sur ce qu'on joue, parce qu'il y a des compositeurs, je pense que ça a commencé à peu près au début du XXe siècle, ce genre d'indication. Avant Mozart, Beethoven, même Chopin, il n'aimait pas trop mettre en mots ce genre d'indication. Il laissait complètement la liberté aux interprètes pour avoir leur imagination. Par exemple, ici, dans le 6e prélude de Debussy, avec ces phrases en exergue, des pas sur la neige, ou des phrases comme ici, comme un tendre et triste regret, ou la cathédrale engloutie, automatiquement ça te donne déjà une image. Regarde ici dans cette partition qui a été écrite dans les années 40, Federico Mompou. Dans la partie cantabile, il indique « chanter avec la fraîcheur de l'herbe humide ». Ça permet déjà tout un... Oui, c'est ça. Voilà, des évocations multimodales pour l'interprète. Mais oui. Nos résultats montrent aussi que la restitution des pièces à l'écriture mélodico-harmonique, et en particulier celles composées après 1900, Debussy, Takemitsu, Sculthorpe, comportent une plus grande activité imaginaire, la musique étant davantage associée à des éléments extra-musicaux, des métaphores, des images mentales, etc. Lorsque les œuvres comportent des titres évocateurs ou des phrases en exergue comme dans les préludes de Debussy, le compositeur diffuse un imaginaire dans l'écriture musicale qui rentre en résonance avec l'imaginaire de l'interprète. Suite à l'éclairage porté par la première étude avec des pianistes professionnels, en particulier sur l'importance des associations extramusicales au niveau de la créativité, nous avons conduit des études avec des jeunes élèves du conservatoire Jean-Philippe Rameau de la ville de Paris. Un intérêt particulier est porté à l'association entre le contenu verbal et non verbal comme aide à la mémorisation dans les premières années d'apprentissage. Les enfants passent des tests sur la capacité à imaginer mentalement le son dans la tête, des tests sur le mode global ou local de traiter visuellement l'information. Ils annotent des mots et des idées associées à la musique sur les partitions. Les jeunes pianistes participant à cette recherche ont témoigné abondamment de l'utilisation de références extramusicales en lien avec la musique. Des images, des analogies, des mots, des métaphores ou même l'élaboration de trames narratives. Les annotations sur les partitions sont particulièrement parlantes. Je vais vous montrer un exemple d'un contenu sémantique associé à une pièce de Florentine Mulson. J'ai déjà entendu une musique de piano que ma sœur jouait
Et moi, je me sentais dans le jardin de chez mes grands-parents, assis sur un tapis. Enfin, un tapis. Une serviette, on pourrait dire. Ça t'a rappelé le lieu d'être chez eux. J'étais bien. Moi, c'est juste quand j'entends de la musique, il y a des images qui viennent toutes seules dans ma tête. Dans les témoignages des pianistes professionnels, toute une série de stratégies couramment utilisées par des experts, mais rarement explicitées de la manière dont ils l'ont fait dans ma recherche doctorale, ont été mises en lumière. Il serait dommage de ne pas les prendre en considération dans la perspective de les réinvestir dans le cadre d'une pédagogie musicale innovante et inspirée d'éléments issus de la recherche. L'expérience vécue par les enfants que nous venons de voir est en lien avec la créativité dans la mesure où elle les a invités à entreprendre une nouvelle ouverture sur le plan imaginaire. En particulier et sur le plan cognitif, explorer la pensée créative comporte une sollicitation de différents modes d'attention, notamment la pensée divergente exploratoire. Elle permet les libres associations d'idées, d'être à l'écoute des perceptions et des émotions évoquées par la musique. Au regard de tous les éléments mis en lumière au fil de cette recherche, nous constatons que les avancées scientifiques empruntées de diverses disciplines, ici la musicologie systématique et la neuropsychologie de la musique, peuvent apporter des données sur le fonctionnement physique, psychologique et cognitif de l'être humain, susceptibles de nourrir des nouveaux modèles didactiques.